traumatisme. Dissociation. L'Association francophone du trauma et de la dissociation présente la saison 2 de notre podcast Dissociation, au pluriel, pour découvrir la dissociation d'origine traumatique sous de multiples facettes. Il se dissocie. Elle est complètement dissociée. C'est un état dissociatif. Il souffre de troubles dissociatifs. Finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière le terme de dissociation au pluriel ? Aujourd'hui, nous écoutons Emmanuel Faraus interviewer Eva Zimmermann qui nous explique comment faire avec nos patients dissociés structurellement et nous raconte la TDSP et sa thérapie en 3 phases. Emmanuel Faraus, vous êtes psychologue clinicien, spécialisé dans les traumatismes, praticien EMDR Europe et vous êtes formé au TCC et en addictologie. Vous êtes aussi membre actif du comité de notre association, la FTD, et c'est un immense plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Je vous laisse présenter Eva Zimmermann. Bienvenue à vous deux et merci d'être là. Aujourd'hui, nous allons traiter de la théorie de la dissociation structurelle de la personnalité et de la thérapie en 3 phases grâce à Eva Zimmermann. Alors Eva, je vais peut-être commencer par vous présenter. Vous êtes psychologue spécialiste en psychothérapie, formatrice senior accréditée EMDR Europe et co-directrice de l'Institut roman de psychotraumatologie, IRPT. Vous avez travaillé pendant 17 ans à l'hôpital cantonal de Fribourg en Suisse, dans le domaine de la gynécologie et de l'obstétrique en tant que psychologue, et c'est ainsi que vous avez fait connaissance avec les traumatismes essentiellement chez les femmes. Vous avez senti alors la nécessité de vous former dans ce domaine, donc on parle d'il y a plus de 25 ans, tout particulièrement auprès de l'Hollandais donc Ellert Nijenhuis, que vous suivez depuis près de 20 ans. Et enfin, on précisera que vous avez participé à l'écriture de plusieurs articles et ouvrages sur la dissociation et que vous enseignez ce thème auprès de l'IRPT, votre institut de formation. On va peut-être commencer ce podcast en vous posant une question, Eva. Pouvez-vous nous raconter l'histoire de la théorie de la dissociation structurelle de la personnalité ? Oui, très volontiers. Merci, Emmanuel. Alors, la théorie de la dissociation structurelle de la personnalité a été développée dans les années 2000 aux Pays-Bas. Par contre, il y a des débuts déjà dans les années 80, 95, jusque-là, aussi aux Pays-Bas, par Onno van der Hart, qui était à l'époque professeur à l'université de Utrecht. Et il y avait un certain monsieur Ellert Nijenhuis, qui était, lui, clinicien aux Pays-Bas, confronté à des cas très, très lourds dans son institution. Il travaillait et à la recherche de comprendre davantage. Ils se sont trouvés avec Onno van der Hart et ils ont commencé à approfondir la question de ces personnes hautement traumatisées avec des troubles dissociatifs, un concept qu'à l'époque était très peu développé. C'était un peu la période où moi j'étais encore à l'université dans mes études de psychologie. J'en ai jamais entendu parler, je dois dire. Par contre, les 2 chercheurs, donc Onno van der Hart, chercheur, professeur à l'université, et Ellert Nijenhuis, ils ont commencé à faire des recherches approfondies et sont tombés sur les traces d'un certain Pierre Janet, français, à Paris, dans les années 1880 et autres, qui développait le concept déjà à l'époque de la dissociation. Pierre Janet était élève de Jean-Martin Charcot à la Salpêtrière, neuropsychiatre à la Salpêtrière, auteur de ces fameuses leçons du mardi, où à l'époque on n'avait pas de vidéos à montrer. Aujourd'hui, dans nos supervisions, on montre ou dans nos formations, on montre des vidéos. À l'époque, ils ont montré les cas, essentiellement de femmes, avec toute symptomatologie dissociative. On l'appelait à l'époque hystérie. Ces fameuses leçons du mardi étaient très prisées d'abord par les médecins psychiatres,
les psychologues qui existaient à l'époque et sont devenus fameux. Comme il y avait beaucoup de journalistes qui ont aussi été finalement invités et présents lors de ces leçons du mardi. Et aussi, imaginez un certain monsieur Sigmund Freud, qui était là-bas intéressé par les écrits de Jean-Martin Charcot à l'époque et qui suivait également ces leçons du mardi. Sigmund Freud est rentré en Autriche, à Vienne. Pierre Janet est resté. Les leçons du mardi se sont estompées au bout d'un moment. Et Pierre Janet a continué à analyser, étudier, réfléchir aux manifestations de ces dames hystériques. On sait aujourd'hui que, et d'ailleurs c'est un peu l'histoire de l'hystérie ou de la psychotraumatologie, que ces dames qui étaient étudiées en étant considérées comme des hystériques étaient en principe tous dissociées. Et l'hystérie, pourquoi le nom de l'hystérie à l'époque? C'était essentiellement des dames. On sait que ces dames, pour quasi l'ensemble, étaient abusées sexuellement dans leur enfance et donc n'ont pas réussi à gérer une vie normale parce que leur vie était juste trop terrible. Leurs expériences dans une petite enfance, souvent, étaient tellement terribles qu'ils n'arrivaient plus à rester intégrés et puis à vivre une vie normale. Pour la petite histoire, peut-être encore, Sigmund Freud est rentré à Vienne. Lui, il a traduit des œuvres de Jean-Martin Charcot et au départ de sa psychanalyse, il était persuadé que l'hystérie était basée sur des abus sexuels, et toutes ces manifestations de l'hystérie. Par la suite, il a fait demi-tour et il a bien sûr développé sa psychanalyse et dans ses idées, ce sont devenus des fantasmes de ces dames. Alors, je pense qu'il a fait du tort à beaucoup de femmes, peut-être chez certaines c'était des fantasmes. Sigmund Freud a beaucoup de mérite, je ne veux pas le critiquer, mais ça c'est pour l'histoire un peu du développement de l'hystérie. Et les écrits de Pierre Janet, malheureusement, avec le développement de la psychanalyse, les écrits de Pierre Janet étaient un peu oubliés. Justement, jusqu'au moment où Onno van der Hart a redécouvert ses écrits, il les a partagés avec Ehlert et d'autres collègues, bien sûr, et ils ont développé, en fait, la théorie de la dissociation structurelle de la personnalité. Ensemble aussi avec Kathy Steele, une thérapeute américaine qui a contribué à cet ouvrage mythique. Je me rappelle des propos de Giovanni Liotti, donc qui était le principal disciple de John Bowlby, qui disait même que, pour reprendre vos mots, non seulement les écrits et le travail de Janet ont été oubliés, mais ils ont été volontairement oubliés. C'est-à-dire qu'il y a une pression de la société psychanalytique qui était derrière Freud pour faire oublier Janet, en fait, pour bien mettre sous silence pendant 50 ans cette progression majeure qu'a été cette découverte. Oui, absolument. C'est vrai que c'était inconvenable pour Freud et puis la psychanalyse d'avoir d'autres aspects de qu'est-ce que ça pourrait être. Donc, on voulait pas avoir la concurrence. On sait que Freud n'a pas aimé les concurrents, notamment en Suisse, Carl Gustav Jung, qui a été aussi finalement en scission avec Freud alors qu'il était disciple de lui. Et il y en a bien d'autres, Ferenczi et autres, avec qui Freud qui étaient d'abord des compagnons de route et qui sont devenus des ennemis lorsqu'ils avaient d'autres idées. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a fait perdre beaucoup de temps à toutes ces femmes qui auraient pu t'aider à cause de raisons politiques. Eh oui, hélas. Hélas, ouais. Je pense, j'aimerais juste, pour quand même ne pas critiquer trop Freud, alors on peut ne pas être d'accord avec justement ça qu'il a fait. Il a le mérite, je crois qu'il a fait parler les patientes. Et ça, je crois qu'il a écouté ces femmes. Après, c'est sa façon de voir le monde. Et puis la traumatologie ou la psychologie, c'était ma foi. C'était dans le temps, dans l'histoire du développement de la psychothérapie et psychotraumatologie. Ma foi, c'était peut-être une étape nécessaire.
Mais bien sûr, je pense qu'on a fait du tort à pas mal de dames qui auraient pu être aidées plus rapidement, hein, ou qui n'ont jamais obtenu l'aide dont ils auraient eu besoin. Ouais. Heureusement que les temps ont changé. Mmh. Et alors Eva, qu'est-ce que du coup, à partir du travail de Jeannet, qu'est-ce que Onno van der Art, Ehlert et ses confrères et ses consoeurs ont pu développer? Qu'est-ce qu'ils nous ont dit en fait de la dissociation? Qu'est-ce qu'ils ont raconté? Comment ils ont modélisé tout ça? Alors, déjà, Jeannet, il a toujours dit la dissociation, c'est un manque d'intégration. Si on veut le dire en une phrase, la dissociation, c'est un manque d'intégration. C'est comme ça que Pierre Jeannet l'a défini finalement. Il y a bien sûr des définitions beaucoup plus longues, mais pour ces enfants qui ont vécu des horreurs, ils pouvaient juste pas concevoir que ces choses leur sont arrivées en restant dans un monde où ils devaient être, parce que l'enfant, s'il est dans un monde hostile, il n'a pas le choix de partir. Parce que être sans figure d'attache, c'est la mort certaine. Hein? Il y a pas photo. Donc, si un enfant quitte le foyer familial, il va être la proie des prédateurs. Donc, c'est pas une option de partir. Donc, il doit rester dans un milieu où il peut pas supporter une partie des choses qui lui arrivent. Ce qui fait que tout ce qui lui arrive est pas intégré, comme le dirait Pierre Jeannet. Ehlert Nienhuis, dernièrement, a dit, après discussion avec un philosophe aussi, on peut pas définir une chose comme la dissociation par une absence de quelque chose. Donc, un manque d'intégration, ce serait plutôt une sorte de volonté inconsciente peut-être à ne pas savoir. Donc, je dois pas savoir ce qui m'arrive de façon consciente parce que si je le sais, probablement l'enfant, il serait devenu fou ou bien il n'aurait pas supporté, probablement il se serait suicidé. Ou fait quelque chose en sorte de pas... Enfin, c'est impossible de vivre avec cette conscience, pleine conscience de tout ce qui arrive. Donc, c'est une forme de protection de ne pas intégrer tout ce vécu dans la conscience active. C'est ça la dissociation. Donc, il faut garder ou il faut construire en quelque sorte un mur dissociatif ou une scission dans ma conscience qui met tout mon vécu traumatique de côté. Et c'est dans la conceptualisation de la théorie de la dissociation structurée de la personnalité, cet évitement ou cette volonté de ne pas intégrer ce qui m'arrive parce que juste insupportable, ça crée des parties de la personnalité, donc la formation de parties comme si c'était donc une partie de moi qui sait, mais où ma conscience n'a pas accès direct. Et donc, dans la théorie de la dissociation structurelle de la personnalité, c'est la création de PE, comme ils appellent ça, des parties émotionnelles qui détiennent, par exemple, toute la douleur, toute la souffrance, peut-être aussi toute la colère ou toute l'horreur qu'ils ont vécue. Et donc, dans les cas les plus simples, dans la théorie de la dissociation structurelle de la personnalité, il y a une partie de la personnalité qui cherche ou qui se donne beaucoup de peine à rester présent dans la vie quotidienne. C'est ce que la théorie appelle des pannes, des parties apparemment normales. C'est la partie de la personnalité. Donc, on imagine il y a une forme de scission, pas totale, mais presque, où une partie de la personnalité continue à vivre normalement grâce au fait que le vécu traumatique est comme stocké dans une autre partie de la personnalité où la conscience de la panne n'a pas accès. Elle ne sait pas. Et pour beaucoup de personnes, ça paraît impossible de ne pas savoir, mais l'amnésie existe, c'est un fait,
et on sait très bien, enfin, la clinique nous montre que ces gens existent bel et bien. Donc, avec une panne et une partie qui détient, donc une PE, une partie émotionnelle, qui détient les souvenirs. Ça, c'est lorsque, je dirais, le vécu traumatique est grave, mais peut-être pas trop souvent. Peut-être une fois, quelques fois, où il y a une panne et une PE. Malheureusement, et c'est le cas, que beaucoup d'enfants ne vivent pas juste quelques événements terribles, mais à répétition. À répétition, c'est-à-dire durant des années. J'ai eu des patientes qui m'ont parlé de vécu de violences sexuelles ou autres durant des années, entre parfois 2-3 ans, parfois 15-20 ans, depuis leur plus jeune enfance jusqu'à l'âge adulte. Et donc, s'il y a beaucoup de ce vécu traumatique, une seule PE ne suffira pas pour contenir tous ces souvenirs. C'est même pour une PE, ça devient trop aussi, ce qui passe à la création de plusieurs PE. Et on a des PE qui sont, à ce moment-là, très fragiles. Ils détiennent donc des souvenirs traumatiques douloureux et certains peut-être plus, puisque c'est des parties émotionnelles. Donc, l'émotion est très importante. Tristesse, peur, horreur, mais aussi dégoût, colère. Donc, des PE avec différentes émotions. Souvent, elles ont différentes émotions. Elles peuvent avoir plusieurs émotions, mais essentiellement, les PE contiennent une émotion. Par exemple, une qui a peur, elle aura toujours peur. Et cette PE aura tendance à aller se cacher tout le temps. Une autre PE peut être plutôt en colère. Alors, on appellera ça plutôt des PE contrôlantes qui veulent faire quelque chose contre ce qui leur arrive. Donc, c'est des PE plutôt un peu dures, contrôlantes, parfois très violentes aussi, même à l'intérieur du système. Donc, Ce que vous dites, Eva, c'est qu'en fait, pour certaines personnes, l'expérience traumatique est tellement intense que la manière de réagir de la personnalité va donc être de se dissocier en fait en se scindant en plusieurs parties émotionnelles, que une seule partie ne suffirait pas. L'intensité est telle qu'il va avoir besoin pour la personnalité de se scinder en plusieurs parties pour pouvoir contenir cette expérience. D'accord. Ouais, c'est ça. Et ces parties peuvent être plutôt fragiles, souffrantes ou plutôt un peu contrôlantes, parfois un peu agressives et autres. On aurait deux types de parties émotionnelles. OK? Eva, pour nos auditeurs, et avec cette idée que vous développiez tout à l'heure, que en apparence, donc cette fameuse, ce qu'on appelle la partie apparemment normale, c'est-à-dire que pour l'environnement extérieur, il y a une apparence de normalité. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément accès finalement à ces parties émotionnelles qui contiennent l'horreur, la peur, la terreur, l'impuissance et encore d'autres émotions. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être face à des gens qui fonctionnent normalement. Et que possiblement, peut-être pendant des dizaines d'années, des thérapeutes ont fait face à des patients traumatisés, mais dans une apparence de normalité, donc ils ne sont pas allés chercher les traumatismes. C'est ça. C'est ça, c'est que les pannes, elles peuvent très bien cacher. Et c'est d'ailleurs même Ellert Nienhuis qui a dit une fois, la dissociation, c'est l'art de cacher. C'est de cacher finalement, même à eux-mêmes. Il y a des personnes dans leur panne qui ont aucun souvenir. Ils savent pas ce qui leur est arrivé. Typiquement, les gens qui disent, j'ai une patiente comme ça qui m'a dit, avant l'âge de 15 ans, elle a 27 ans, avant l'âge de 15 ans, j'ai aucun souvenir. Et aucun, c'est vraiment aucun. Je lui ai demandé d'amener des albums photos. On regarde les albums photos de sa jeunesse, enfance, jeunesse. Elle dit, je vois bien que c'est moi, ma sœur, mes parents, mais je ne sais pas où on est, ce qu'on fait là. Ça paraît être en vacances, aucun souvenir. Elle ne se souvient pas de ses professeurs à l'école, etc. Pas de souvenir. C'est rare que ce soit autant amnésié, mis de côté, où la panne ne sait rien.
Par contre, ce qui est intéressant toujours, c'est que vers l'extérieur, la personne paraît normale, mais le A apparemment normal est important. Si on regarde bien, il y a quand même des petits indicateurs. Et ces gens, il faut quand même dire qu'ils ont une souffrance. Généralement, la souffrance, c'est plutôt la nuit sous forme de cauchemar, sous forme de difficultés relationnelles ou autres. Alors, ils gèrent leur vie très bien vers l'extérieur, mais ils montrent pas toutes leurs difficultés. D'accord. Merci pour ces précisions, Eva. Et la dissociation peut être encore plus intense. Cette division de la personnalité peut aller encore plus loin. Oui. Dans la théorie de la dissociation structurelle de la personnalité, on a donc 3 étapes ou 3 étages peut-être. La dissociation structurelle primaire, c'est une panne, une PE. La dissociation structurelle secondaire, donc quand il y a plus de violence vécue par l'enfant, c'est une panne, plusieurs PE. Si à tout ça se rajoute encore plus de violence, souvent couplée à la négligence et autres, en plus, on arrive à parfois plusieurs pannes et plusieurs PE, qui serait la dissociation structurelle tertiaire, où vraiment la vie pour ces gens-là devient vraiment compliquée. Parce que ce qui les distingue entre les secondaires et les tertiaires, c'est qu'il y a beaucoup d'amnésie, non seulement par exemple pour le passé, avant l'âge de 15 ans, mais ils peuvent présenter des amnésies par exemple, dans une journée, on est 16 heures l'après-midi et ils disent, je sais pas ce que j'ai fait ce matin entre 10 heures et midi. Et c'est pas un oubli normal. C'est vraiment une absence de conscience dans ces moments-là parce que c'était un switch où il y avait une autre partie qui est venue. Donc, on parle à ce moment-là de dissociation séquentielle. Il y a une partie qui est là et une autre partie peut venir et celle qui était là avant, la panne par exemple, elle part. Et il y a une PE qui continue à vivre, mais vu qu'il y a un mur dissociatif entre les deux, la panne qui n'est plus là, elle sait rien de ce qui se passe pendant ces 2 heures, par exemple. Et quand la panne revient, donc elle a un trou de mémoire. Ouais. Et donc ça, c'est la dissociation des switches, c'est la dissociation séquentielle. Il y a une séquence où une partie est là, et une autre séquence, une autre partie est là. Souvent, quand c'est moins grave, c'est plutôt la dissociation parallèle. La panne, elle sait qu'elle a des parties intérieures, elle les sent présentes. Et d'ailleurs, même la tertiaire, elle peut avoir du parallèle et du séquentiel. Donc, savoir qu'elle a d'autres parties en elle, qu'elle entend souvent, elle les entend parler, les parties lui disent des choses. Et parfois, la panne, elle est plus là pour les tertiaires et n'a plus de souvenir de ce qui s'est passé pendant la présence d'une autre PE. Donc, il y a 3 niveaux. D'accord, très bien. Merci Eva pour ces explications. Alors, au sein de cette théorie de la dissociation structurelle, je crois qu'on a proposé la notion de thérapie en 3 phases pour traiter justement cette dissociation. Est-ce que vous pourriez nous dire, Eva, concrètement, la thérapie en 3 phases, c'est quoi? Alors, ces idées de thérapie en 3 phases se basent sur tous les grands psychotraumatologues des années 80, 90 du siècle passé et qui se basent déjà sur les réflexions de Pierre Janet également. Les 3 phases sont les suivantes. La première phase, lorsqu'on entre en contact avec un patient, une patiente, on va d'abord travailler dans une première phase la stabilisation, c'est-à-dire les gens arrivent chez nous souvent assez déstabilisés, en souffrance, ils gèrent mal leurs émotions, ils ont plein de problèmes, c'est pour ça qu'ils viennent consulter. Donc, une première phase est dédiée à permettre à ces gens on appelle ça une fenêtre de tolérance de l'affect.
Donc, supporter être triste, supporter être en colère. Pour ces gens-là, leur fenêtre de tolérance, elle est très, très étroite, ce qui fait qu'ils sont rapidement hors de la fenêtre de tolérance. Tout devient trop, c'est trop dur, trop intense, trop douloureux, et ils peuvent être en crise totale, tétanisés, etc., panique, ou alors ils sont dans l'hypoactivation, ils sont en soumission, ils peuvent plus se défendre, ils peuvent plus rien faire. Donc, dans une première phase de cette thérapie en 3 phases, on travaille sur l'élargissement de la fenêtre de tolérance, d'un côté. On travaille sur toute la symptomatologie. On aide les personnes à diminuer un peu leur symptomatologie qui est liée à des traumatismes, mauvais sommeil. Souvent, ils ont toutes sortes de difficultés dans le quotidien et on les aide à être un peu plus calmes. En gros. La deuxième phase, elle permet d'aller vers les souvenirs traumatiques et de retravailler ces souvenirs traumatiques. Et donc, la troisième phase permettra après l'intégration de toutes les parties. Par contre, je vous parle de 3 phases comme ça, comme si c'était, on fait d'abord une chose, après autre chose, et puis une troisième chose. Ces phases sont très intriquées. Ces phases sont souvent parallèles parce que pour des personnes avec des troubles dissociatifs, avec des dissociations structurelles, dès la première phase, le trauma est là aussi. Il s'invite dans la thérapie, par exemple, sous forme de flashback. Ou dans un flashback, la personne sort de sa fenêtre de tolérance. Elle ne pourra pas retravailler ou intégrer ce qui lui est arrivé. C'est pour ça que les flashbacks sont fréquents. Ils reviennent toujours de la même manière et il n'y a rien qui change. Donc, dans cette première phase, en parallèle de la stabilisation, du travail à réduire une certaine symptomatologie, mais beaucoup de symptômes sont directement liés au traumatisme. Donc, la phase 1 et la phase 2 sont souvent parallèles déjà. On peut travailler en phase 1, en tout cas des bribes de souvenirs, surtout si c'est intrusif, si ça vient souvent sous forme d'images, etc. On est parfois amené à déjà travailler sur ces intrusions traumatiques. Ce qu'il faut dire pour les personnes avec un trouble dissociatif, donc dissociation structurelle, les symptômes qu'on voit, c'est presque toujours des messages de PE. Des PE qui montrent des images de leur vécu, des PE qui montrent des sensations de ce qu'ils ont vécu et subi et ce qui est toujours là. On peut dire de manière générale, le trauma est pas du passé, c'est ce qui définit le traumatisme. Le trauma est présent, donc sous forme d'images, de flashbacks, etc. Les PE, elles sont restées bloquées dans le temps du trauma et aujourd'hui, pour eux, c'est encore trauma. Donc, ils amènent toujours des petits bribes. Les PE veulent être entendus au fond. La thérapie de la dissociation structurelle et d'autres formes de traumatisme, elle passe par il faut aborder ce qui est arrivé. Les PE veulent qu'on les entende. Seulement, il y a beaucoup de phobies. Les personnes qui viennent en thérapie, en principe, ils disent quelque chose du style « j'entends des voix, me critiquer beaucoup, me dire des choses, j'ai des sensations terribles, etc. Pouvez-vous m'aider à me débarrasser de ça ?» Donc, ils voudraient qu'on mette de côté tout ça. Et la théorie de la dissociation structurelle, en principe, dit, et c'est un consensus psychotraumatologique des grands spécialistes, c'est que c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut aller écouter et voir ce qui est arrivé. Écouter les PE, partager leur histoire pour ensuite pouvoir vraiment intégrer ce qui est arrivé. Ça serait le travail qui souvent commence déjà un peu en phase 1, mais qui va surtout être fait en phase 2. C'est le partage des souvenirs entre toutes les parties.
Et pour que toutes les parties s'écoutent et partagent leurs souvenirs, PAN inclus, il faut bien, dans une première phase également, apprendre à aborder les parties, connaître les parties, dépasser les phobies des parties, de la PAN. La PAN, elle a des phobies de ces parties, elle ne voudrait pas les avoir. Donc, on doit dépasser ces phobies pour ensuite pouvoir travailler les contenus traumatiques. Et là, il faut aussi dépasser les phobies des contenus traumatiques parce que c'est terrible pour les gens. Je veux pas savoir. C'est pour ça que j'ai une amnésie ou c'est pour ça qu'on a dissocié, que c'est dissocié. Dans la troisième phase, ensuite, l'idée, ce serait d'intégrer toutes les parties pour en devenir qu'un seul, pour associer les parties dissociées. Je ne sais pas si ça fait sens. Bien sûr, mais je crois, Eva, vous insistez beaucoup quand vous intervenez en formation, dans des congrès, dans des colloques, dans vos conférences, sur l'importance justement de cette thérapie en 3 phases pour les patients dissociés structurellement. Et c'est l'idée que vous étiez en train d'expliquer, en fait. C'est ce fonctionnement, en fait, en spirale. C'est-à-dire que, dans votre explication, je crois, Eva, vous expliquiez que, en fait, c'est pas uniquement phase 1 et puis après phase 2 et puis phase 3. C'est que dans la phase 2, on peut être amené à refaire de la phase 1 stabilisation et peut-être aussi dans la phase 3. Et après, on revient à la 1. Après, c'est on est sans arrêt amené à revenir vers ces premières phases. C'est un peu un fonctionnement en spirale, je crois. Absolument, absolument. C'est aussi ce qu'il faut dire. Les thérapies pour ces personnes durent des années. On n'a pas une baguette magique. On peut pas juste faire quelque chose et puis tout est réglé. C'est du long travail douloureux, d'intégration de tout ça. Vu que Pierre Janet dit c'est une absence, un manque d'intégration. On doit intégrer tout ça. Et justement, comme vous dites, Emmanuel, c'est juste, on peut pas juste faire une phase d'abord, ensuite la deuxième, ensuite la troisième. On travaille pendant des années un peu dans les 3 phases. Elles sont intriquées, comme j'ai dit, on fait de l'avant, arrière, on peut aller en phase 3 déjà assez au début, faire le deuil de certaines choses, qui fait partie aussi de la phase 3. Typiquement, faire le deuil, par exemple, des parents qu'on aurait souhaité avoir, qu'on n'aura jamais. Ça peut être tôt dans la thérapie déjà, et l'intégration des parties viendra peut-être tout au bout, mais on peut déjà parfois intégrer une partie assez rapidement qui disparaît, qui n'est plus là, et parce elle a peut-être pu partager son souvenir, et puis du coup, une fois que les souvenirs sont partagés, la partie en principe n'a plus besoin d'exister de façon isolée de la panne ou dissociée de la panne. Donc, et je pense à des patientes. Là, on parle plutôt de la fin de la thérapie. Je pense à un patient qui m'a dit, mes parties, je sais qu'elles sont encore là, elles sont en moi, mais je les sens plus comme un Pierre, Jacques ou Jean, qui était le cas avant. Ils sont tous là, mais c'est moi. Donc, c'est un peu ça le but final de cette thérapie en 3 phases, mais elle dure longtemps et puis c'est vraiment des phases intriquées. On va constamment travailler la stabilisation parce que même en phase 2, quand on fait le partage de souvenirs, par exemple, douloureux, souvent on doit immédiatement stabiliser aussi. Et un bout d'intégration pourrait déjà se faire, mais on peut retourner vers la stabilisation parce que c'était tellement douloureux où il y a autre chose qui apparaît que l'on ne peut pas continuer comme ça. Donc, c'est vraiment une route sinueuse, je dirais, où on revient en arrière, on avance, on doit faire... C'est jamais du recul. Si on parle de spirale, je dirais, c'est comme si on va à un niveau supérieur, mais on revient en arrière pour retravailler quelque chose à un autre niveau. Parce qu'on avance toujours. D'accord. Peut-être ce que vous dites, Eva, c'est que peut-être des patients ou des patientes ont l'impression quand ils régressent, de retomber au niveau où ils avaient commencé 1 an avant, 2 ans, mais c'est pas le cas en fait. On ne retombe jamais au niveau où on a commencé. Il y a eu une évolution. Non, je crois que vraiment pas parce qu'il y a de l'acquis aussi. Alors, je dis, si on travaille la dissociation,
Il y a beaucoup de thérapies qui peuvent se faire aussi, mais qui sont plutôt de l'ordre du soutien, hein. Et typiquement, il y a des gens qui ont fait des années de psychothérapie très utiles, avec des thérapeutes très adorables, très soutenants, très présents, très aimables, mais qui ont travaillé qu'avec la panne. Et lorsqu'on travaille qu'avec la panne, alors on peut faire avec la panne la phase 1, la phase 2, la phase 3, mais on n'aura rien intégré. On a maintenu la dissociation. Les parties PE sont restées quelque part, hein, on ne sait pas où. Et c'est une des raisons pourquoi ces gens souvent viennent après 5, 10 ou 15 ans de thérapie. La thérapie fait du bien. Rien que le partage social en thérapie fait du bien avec des gens aimants, soutenants. Par contre, leur symptomatologie ne change pas. Et c'est ça souvent le cas lorsqu'on ne travaille pas avec des parties, quand on ne travaille pas avec un système. La théorie de la dissociation structurelle, la personnalité nous dit, les gens dissociés, ils ont un système qui est ancré en eux et on doit travailler avec tous les aspects de la personnalité. Bien sûr, cette question de panne PE, c'est un concept. On n'a pas des petits bonhommes qui courent à l'intérieur de nous, hein, et puis une qui me dit ci et l'autre qui me dit ça et qui existe en chair et en os. C'est moi, mais les gens avec une dissociation structurelle, ils le sentent ainsi. Ils disent des choses, c'est moi qui fais ou qui dit, mais en fait, c'est pas moi. Moi, je veux pas ça. C'est quelque chose en moi qui fait. Alors, je sais que c'est moi qui fais ou c'est moi qui dis, mais je veux pas dire ça. Quelque chose en moi dit ça. Donc, c'est ça, cette idée de c'est moi, mais c'est pas moi. C'est difficile pour les gens d'expliquer qu'est-ce que c'est, ce qu'ils ressentent. Et lorsqu'on leur explique la dissociation structurelle, par exemple, les parties en elles, souvent ils disent « Ah, je commence à comprendre. Ça fait sens. Maintenant, c'est plus clair. » Et d'ailleurs, c'est beaucoup de travail en phase 1, c'est de clarifier le système intérieur. Ok. Merci Eva pour cette belle histoire. Et alors pour les auditeurs et les auditrices qui souhaiteraient approfondir ou prendre le temps d'aller dans le détail de ce récit, vous nous avez recommandé 2 livres en français. D'une part, Le Soi hanté, écrit par Van der Hart, Nyan Us et Steele. Donc l'édition française est de 2010 chez The Book, B-O-E-C-K. Et un autre livre, peut-être plus récent, qui s'appelle « Traiter la dissociation d'origine traumatique », donc toujours chez The Book. Et là, les auteurs sont Cathy Steele toujours, Suzette Boone et Onno van der Hart. Merci infiniment Eva pour ce partage, cette ouverture donc vers cette théorie qui est tellement importante, et puis aussi la thérapie en 3 phases. Merci beaucoup Emmanuel, c'était un plaisir de partager avec vous. Le podcast Dissociation, au pluriel, est produit par l'AFTD et édité par Sophie Lequiec-Aubin pour contribuer à diffuser l'idée de dissociation liée au psychotrauma. Cet épisode a été réalisé par Eva Zimmermann et Emmanuel Faraus et monté et mixé par Cédric Beau, ingénieur son et guitariste de talent. Le graphisme a été réalisé par Justine Rubino-Ligny. Ce podcast est en accès libre, à écouter et faire circuler sans modération. Si vous souhaitez soutenir l'AFTD, adhérez, parlez de nous, contactez-nous, rejoignez-nous. Le meilleur remède à la dissociation, c'est cette fameuse intégration. La prochaine fois, Sophie Lequiec-Aubin et la docteure Isabelle Roy nous expliqueront la notion de phobie dissociative ou comment expliquer les évitements de nos patients terrifiés à l'idée de se rappeler. Merci de votre écoute et à très vite.